Dans le coin inférieur droit de ce tableau, il y a un singe en laisse. La plupart des gens ne le remarquent jamais. Il est petit, relégué au bord du cadre, et il se tient au pied moulu du couple le plus élégant de la scène. Une femme en robe à tournure, au bras d'un gentleman en haut de forme. Ils incarnent la respectabilité parisienne. Et le singe, à première vue, ressemble exactement à ce qu'un tel couple pourrait posséder. Un animal exotique, un signe extérieur de richesse, un détail pittoresque. Sauf qu'en 1886, à Paris, le mot singesse désignait dans l'argot courant une prostituée. Et Seurat a dessiné cet animal encore et encore dans ses esquisses préparatoires, étudiant sa posture, la courbe de sa queue, avant de le placer délibérément et définitivement au pied de la femme la plus élégante du tableau. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Il est mort 5 ans après avoir achevé cette œuvre à 31 ans. Quoi qu'il ait voulu dire, il l'a emporté avec lui. Voici un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, peint par Georges Seurat entre 1884 et 1886. Il avait 25 ans quand il l'a commencé. Il est conservé à l'Art Institute of Chicago et mesure près de 2 mètres de haut sur 3 mètres de large. Une toile si grande que se tenir devant elle ressemble moins à regarder un tableau qu'à se trouver soi-même au bord de l'île. Lors de sa première présentation à Paris en mai 1886, les réactions furent partagées. Certains critiques se moquèrent des personnages, les comparant à des soldats de plomb, raides, simplifiés, dépourvus de chaleur naturaliste. D'autres comprirent immédiatement qu'ils assistaient à la naissance de quelque chose d'entièrement nouveau. Les deux camps regardèrent le même tableau. Les deux avaient raison. Avant le singe, il faut comprendre ce que Seurat a réellement construit ici. Il n'a pas peint cette scène avec des coups de pinceau ordinaires. Il l'a construite avec des millions de petits points de couleur pure, posés les uns à côté des autres, avec une patience qu'on ne peut qualifier que de chirurgicale. Vu de près, la surface se dissout en un champ abstrait de points. Du jaune contre du bleu, de l'orange contre du violet, du vert contre du rouge. Vu de loin, ces points se mêlent à l'intérieur de l'œil du spectateur, produisant une luminosité que la couleur mélangée sur une palette n'aurait jamais pu atteindre. Les couleurs ne se combinent pas sur la toile, elles se combinent dans le regard. Cette technique, qui prendrait plus tard le nom de pointillisme, reposait sur les théories scientifiques de la couleur de l'époque. Seurat avait étudié les travaux du chimiste Michel-Eugène Chevreul sur le contraste simultané. Le principe selon lequel des couleurs placées côte à côte s'intensifient mutuellement d'une façon que les couleurs mélangées ne peuvent pas reproduire. Il n'appliquait pas cela comme un choix stylistique, mais comme une méthode systématique avec la rigueur de quelqu'un qui conduit une expérience plutôt qu'il n'exprime une émotion. Il a passé 2 ans sur cette toile. Chaque matin, il allait dessiner sur l'île. Chaque après-midi, il peignait dans son atelier. Il a produit une 60aine de dessins préparatoires et d'études à l'huile. Tout cela pour une seule œuvre. Chaque personnage, chaque ombre, chaque brin d'herbe avait été pensé, repensé avant d'atteindre la toile définitive. Dans ce tableau, rien n'est accidentel. Regardez la lumière. Tout le premier plan est couvert d'une large bande d'ombre. L'ombre des arbres en bordure de l'île, tombant sur l'herbe où plusieurs personnages s'assoient et se reposent. Le centre de l'île est baigné de plein soleil. Le regard se déplace instinctivement du premier plan sombre vers le centre lumineux, exactement là où Seurat voulait qu'il aille. Au centre même de la toile, au point le plus lumineux de la composition, se tient une petite fille en blanc. Elle est le seul personnage de tout le tableau qui vous regarde directement. Prenez un instant pour y penser. 48 personnages, 3 chiens, 8 bateaux, un singe, et parmi tous, le seul qui reconnaît votre présence est une enfant en blanc, debout au centre de la lumière.
Regardons maintenant le côté droit de la toile, le couple le plus élégant de la scène. La silhouette de la femme suit exactement la mode de 1886. La tournure prononcée, le corsage ajusté, le chapeau élaboré. Elle est habillée pour être vue et l'homme à ses côtés est tout aussi composé, haut de forme, canne, l'image parfaite de la respectabilité bourgeoise. Au bout d'une fine laisse qu'elle tient, un singe. Dans l'argot parisien des années 1880, singesse, le féminin de singe, était couramment employé pour désigner une prostituée. Ce n'était pas un terme obscur, n'importe quel Parisien de l'époque l'aurait reconnu d'emblée. Et dans la longue tradition de la peinture européenne, le singe était depuis le Moyen-Âge un symbole de luxure, d'imitation et de corruption morale, une créature associée au simulacre de la vertu plutôt qu'à sa possession. Ainsi, la femme d'apparence la plus respectable du tableau se promène dans un parc public, en pleine lumière du jour, avec l'animal qui pointait directement vers tout ce que la respectabilité était censée dissimuler. Et l'homme à ses côtés ? Dans le vocabulaire de l'époque, la composition suggère quelque chose que les contemporains de Seurat auraient lu sans qu'on le leur dise. Un homme fortuné se promenant publiquement avec sa maîtresse. Regardons maintenant le bord opposé de la toile. À l'extrême gauche, une femme se tient seule au bord de l'eau, tenant une canne à pêche. En français, le verbe pêcher, attraper du poisson, sonne presque à l'identique de pécher, commettre un péché. Et dans le Paris des années 1880, pécher était un euphémisme reconnu pour racoler dans les espaces publics. Si la lecture du singe est juste, alors ce tableau est encadré des deux côtés par des références au même monde caché. La femme à gauche jetant sa ligne, la femme à droite promenant son singe. L'île de la Grande Jatte avait, selon plusieurs historiens, la réputation à l'époque d'être un lieu où se nouaient des rencontres d'un tout autre genre que la promenade dominicale. Dans le Paris des années 1880, les animaux exotiques étaient réellement à la mode. Les familles aisées possédaient tant de petits singes comme signe extérieur de richesse, exactement comme on pouvait posséder une race rare de chiens. Dans cette perspective, le singe n'est qu'un signe de plus de l'opulence du couple, et la femme à gauche est simplement une femme qui pêche un dimanche après-midi. Les deux lectures s'inscrivent dans le tableau. Les deux s'inscrivent dans l'époque. Et Seurat n'a rien laissé pour trancher. Ce n'était pas un artiste qui parlait de sens caché. Quand les écrivains symbolistes de son entourage vantaient la poésie de son œuvre, il les reprenait. Il n'y a pas de poésie, disait-il. Il y a seulement la méthode. Ce que Seurat a fait, c'est construire un tableau qui contient simultanément deux images entièrement différentes. La première, un paisible dimanche après-midi à Paris, des citoyens au repos, une ville qui profite de ses loisirs, rendue dans une technique révolutionnaire par un jeune peintre méthodique. La seconde, une satire précise et élégante de la société bourgeoise parisienne. Ses mises en scène de respectabilité, ses arrangements secrets, l'écart entre la façon dont on se présentait en public et ce qui se passait réellement, les deux sont présentes dans la même toile, les mêmes points de couleur, les mêmes personnages dans la même lumière. Le tableau ne choisit pas entre elles, il les tient simultanément et refuse de résoudre la tension. Une enfant en blanc vous regarde directement depuis le centre de la lumière. Au bord du cadre, une femme pêche et un singe tire sur sa laisse. Et vous vous tenez là où Seurat voulait que vous soyez, incapable de décider lequel des deux dimanches après-midi vous regardez.